Pour les amateurs de filmographie, si je vous dis Idiocratie, ça vous rappelle probablement ce film. Il est où ton tatouage? Merde alors. Pourquoi t'as pas de tatouage? C'est pas possible. T'es quand même pas un scannable? Dites-moi que je rêve. S'il avait l'air hilarant, il est cependant annonciateur d'un futur problème pas si lointain que ça si l'on ne fait rien. Le cerveau, l'outil le plus utile de l'humanité, est désormais menacé et ce danger plane depuis un bon moment inéluctablement sur la prospérité de l'espèce humaine. En 2016, Edward Dutton, un anthropologue anglais, un chercheur fasciné par l'évolution de l'intelligence, publie un article dans la review Intelligence et les conclusions de son étude sont alarmantes. Le quotient intellectuel aurait augmenté jusqu'au milieu des années 90, précisément dans les pays scandinaves, et depuis, il baisse année après année. Depuis 20 ans donc, le QI a baissé de 2 points par décennie dans ces zones-là. Cette inversion de la courbe de l'intelligence ne touche pas seulement les pays du nord de l'Europe. En Estonie, comme en France ou encore en Allemagne, les résultats sont les mêmes. L'humanité deviendrait donc de plus en plus stupide. Au même titre que la testostérone, l'intelligence est en train de se faire la malle. Et si rien n'est fait d'ici quelques décennies supplémentaires, cet élément essentiel à la survie de notre civilisation se fera de plus en plus rare. Face à une telle situation alarmante à Paris, la biologiste anglaise Barbara Demenix, spécialiste en endocrinologie, s'inquiète elle aussi du déclin de l'intelligence. Seulement, la baisse du QI n'est pas la seule menace qui plane sur les cerveaux. Il a été constaté qu'un nombre croissant d'enfants souffrent d'hyperactivité et de déficit d'attention ou encore d'autisme. Entre 1990 et 2001, le nombre d'enfants diagnostiqués autistes a par exemple augmenté de 600% en Californie et ce constat est à peu près identique sur l'ensemble du territoire des USA. Un enfant sur 68 est donc diagnostiqué autiste aux USA aujourd'hui. Comment expliquer une telle explosion de nouveaux cas? Se pourrait-il qu'il y ait un lien avec la baisse du QI? La chercheuse anglaise met donc sur la table l'hypothèse de la thyroïde et de la maladie appelée crétinisme. Si aujourd'hui le mot crétin résonne comme une insulte, de prime abord, il désignait une personne souffrant de crétinisme. Alors le crétinisme c'est quoi? C'est une maladie congénitale grave découverte au 19e siècle dont les patients souffraient de retard mental, d'un retard de croissance sévère car ils restaient généralement de petite taille et des tailles très importantes. Ils étaient également affligés d'un goitre, un renflement du cou provoqué par le gonflement de la thyroïde. Le retard mental serait donc lié à un mauvais fonctionnement de la thyroïde. C'est en Papouasie-Nouvelle-Guinée qu'un chercheur britannique du nom de Peter Farrar a eu la réponse à cette question. Dans les années 1966, il était médecin assigné à cette région des Hautes Terres occidentales et il a fait un constat des plus inquiétants. Plus de la moitié de la population souffrait de crétinisme et pour confirmer ses hypothèses, il a décidé de faire une expérience. La moitié de la population recevra une injection d'iode et l'autre moitié une simple injection d'eau. Le résultat est tout de suite visible et probant. L'iode a réduit le taux d'apparition des crétins chez la population ayant reçu la bonne injection et sur les nouveau-nés des femmes injectées. Mais attention, uniquement chez les nouveau-nés qui n'avaient pas encore été conçus au moment de l'injection. C'est donc pendant la conception que tout se passe, ou du moins pendant les premières semaines. L'iode à quantité suffisante dans l'organisme contribue à la fabrication de l'hormone thyroïdienne. Et si cette hormone venait donc à manquer dans l'organisme, le cerveau ne pourra pas se développer correctement. Quand nous consommons de l'iode à travers du sel iodé ou alors du poisson, la thyroïde l'utilise pour fabriquer des hormones thyroïdiennes et cette hormone est essentielle au développement cérébral du futur bébé. Pour confirmer cette hypothèse, c'est en Sicile cette fois qu'il faudra se rendre. Le médecin Francesco Vermiglio a tenu une expérience sur 2 groupes de femmes, celles vivant au bord de la mer avec une alimentation riche en poissons, donc en iode, et un autre groupe vivant dans les villages isolés de montagne. Les taux d'iode et d'hormones thyroïdiennes des mères ont donc été mesurés pendant leur grossesse, puis leurs enfants ont été testés sur 10 ans. Résultat, 11 d'entre eux, donc des enfants issus de mères carencées en iode, souffraient du trouble de l'attention. Entre 18 à 36 mois, ils ont constaté que les enfants souffraient d'hyperactivité et quand ils ont eu entre 8 à 10 ans, ce diagnostic a été confirmé chez 70% des enfants issus de ces mères carencées en iode. Et rassurez-vous, ils n'étaient même pas encore au bout de leur surprise jusqu'à ce qu'ils décident de faire passer des tests aux 2 groupes d'enfants. Il y avait une différence nette de plusieurs points de QI entre les enfants des mères les plus carencées en iode et ceux des mères non carencées. Il est donc indéniable que le taux d'iode des mères impacte directement le quotient intellectuel des enfants. Mais si vous pensez qu'il suffisait de donner du poisson à chaque femme enceinte pour garantir un bon développement cérébral de l'enfant à venir, c'était sans compter sur les nouvelles menaces évidentes mais pourtant invisibles du XXe
20e et 21e siècle qui pèsent sur les thyroïdes. Dans notre environnement, un grand nombre de substances chimiques présentent une structure très proche de celle de l'iode. C'est le début d'une situation catastrophique dont les gouvernements et les industriels ne semblent pas se préoccuper. En effet, la carence en iode n'est qu'une infime partie de l'histoire. Notre environnement est rempli de composantes telles que le brome, le chlore et le fluor, et il est fort probable que notre corps les confonde avec des hormones thyroïdiennes. Les molécules chimiques fabriquées à partir de brome, de chlore ou de fluor ont en effet presque la même structure que celle des hormones thyroïdiennes. Elles peuvent donc prendre leur place dans le corps et perturber le fonctionnement hormonal. Ils agissent donc tels que des perturbateurs endocriniens. C'est un problème que j'avais souligné dans ma vidéo sur la disparition des vrais hommes. Si dans l'équation on note déjà la présence de perturbateurs endocriniens, alors la situation est très grave. Ces trois éléments chimiques sont les premiers suspects parmi les perturbateurs endocriniens qui pourraient affecter le développement cérébral. Mais où trouve-t-on des perturbateurs endocriniens dans notre quotidien? Où se cache le brome, le chlore ou le fluor dans notre environnement proche? Dans quels produits, quels objets et avec quels effets sur le cerveau? Avez-vous déjà entendu parler de PCB ou alors de polychlorobiphényle? C'est un dérivé de chlore qui a été massivement utilisé dans les liquides refroidissants, les transformateurs électriques, les plastiques, les peintures ou encore les cols. Malgré leur interdiction dans les années 80, ils sont tellement persistants qu'on les retrouve encore partout aujourd'hui. Poussière réduite en sédiments, ils remontent donc la chaîne alimentaire à travers les poissons, les viandes et les produits laitiers et terminent dans nos assiettes. Cela signifie donc que toute la population est exposée à un produit chimique qui altère probablement le développement du cerveau de façon subtile et qui provoque des changements comportementaux chez les enfants. Plusieurs études ont montré une corrélation entre le taux de PCB des mères et la baisse de QI chez leurs enfants. Mais les PCB ne sont pas les seules molécules qui menacent les cerveaux des enfants. Dans notre famille de suspects, d'autres substances se sont glissées au cœur de nos maisons. Dérivées toujours du chlore ou du brome, ce sont les retardateurs de flamme. On en trouve aujourd'hui dans les téléviseurs, les ordinateurs, les téléphones portables ou encore dans certains matelas et mousses de canapé. Quand un industriel conçoit un produit, il ne se soucie pas vraiment des conséquences que pourrait engendrer l'utilisation de ce dernier. Pour eux, dès l'instant où leur produit règle le problème pour lequel il a été conçu, alors le reste n'est pas très important. Quoique même encore, il reste à savoir s'il règle effectivement le problème présent. C'est ainsi donc que dans les années 1970, la peur du feu, des incendies domestiques, a donné un motif en béton pour l'imposition dans chaque foyer des retardateurs de flamme. A donc commencé à se commercialiser au cours de ces années-là aux États-Unis, des pyjamas pour bébés et enfants imprégnés de tris, une variété de retardateurs de flamme. Et près d'une vingtaine d'années après, tout un tas d'autres objets de puériculture vont y passer. Seulement, ce composé chimique passait immédiatement du vêtement ou alors du canapé à l'organisme et était responsable d'un changement visible dans notre corps. Inutile encore de préciser de quel changement il s'agissait. Vous vous imaginez donc que les enfants qui traînent dans la poussière et puis qui mettent leurs mains dans la bouche constamment sont susceptibles d'avoir des taux qui peuvent être 3 à 5 fois, voire 30 fois supérieurs à ceux de leurs parents, ce qui est dangereux parce qu'ils sont plus vulnérables que ces derniers. Une contamination d'autant plus effrayante que de nouvelles recherches ont montré un lien entre l'exposition à certains retardateurs de flamme et développement cérébral. Il y a donc un lien indéfectible entre le taux de retardateurs de flamme dans le sang des mères et le développement neurologique ainsi qu'une diminution du QI de l'enfant à l'âge de 7 ans. Do you think that the addition of flame retardants in furniture foam has provided Americans with any safe, significant protection from household fire? Our test that we conducted on foam that was treated with FR chemicals and foam that was not showed that there was no difference in terms of retarding the flame. Les seuls à qui ça profite, les seuls qui tirent des bénéfices du TB117, ce ne sont clairement pas les consommateurs, ni les fabricants, ni l'environnement, mais les gros portefeuilles d'une seule industrie. Pendant donc près de 40 ans, tout ça n'était que du pipeau. Pas très étonnant d'ailleurs de la part des industriels américains. L'essentiel pour eux, c'est de vendre et pour ça, ils sont prêts à tout. Ce sont malheureusement les populations qui écopent, surtout que leur politique de vente ne se limite jamais qu'à leur territoire. Ils ont vendu ce système soi-disant innovant en Europe et donc forcément ces produits ont été exportés en Afrique. Un troisième suspect, toujours dérivé de ces trois éléments chimiques, c'est également frayé un chemin tout aussi important dans notre quotidien. Il s'agit des pesticides et des insecticides.
Quel agriculteur honnête aujourd'hui peut se targuer de ne pas utiliser de pesticides dans ses plantations? Ou encore, qui ici n'a jamais pulvérisé un spray anti-insectes dans sa maison? L'épidémiologiste américaine Brenda Eskenazi s'est longtemps attardée sur leurs effets sur l'organisme. À haute dose, évidemment, ces molécules sont neurotoxiques, mais à faible dose sur la durée, qu'est-ce que cela pourrait engendrer comme conséquence? C'est ainsi qu'elle lance dans les années 2000 une étude sur une population de familles d'agriculteurs en Californie, notamment les femmes enceintes. Ce sont donc des centaines de femmes de familles agricoles qui seront observées pour son étude. Résultat des courses, un lien subsiste entre le taux des résidus des pesticides dans l'organisme des mères et le développement cérébral des enfants. Il a été observé chez les enfants au cours de cette étude des réflexes anormaux chez les nouveau-nés, un retard intellectuel chez les enfants de 2 ans et une baisse de jusqu'à 7 points de QI chez les enfants à partir de 7 ans. Sans oublier bien sûr une augmentation des problèmes d'attention et une hausse des symptômes autistiques. L'exposition aux pesticides contribuerait donc à l'explosion du taux d'autistes en Californie, plus de 600% en 20 ans. Quoi de plus logique puisqu'on sait que les pesticides sont conçus pour tuer les organismes vivants en attaquant leurs fonctions cérébrales. Et c'est donc la même chose en ce qui concerne les insecticides dans les habitats. Les appartements sont contaminés, les enfants aussi, et même ceux qui sont à naître. C'est ce que montrent les tests réalisés au cours des années. Nous avons longtemps cru que le placenta était une barrière protectrice étanche, mais ce n'est pas le cas. Au travers de toutes ces inventions censées nous faciliter la vie, ceux qui donnent l'aval pour leur distribution volent littéralement à la population son potentiel intellectuel. Non seulement le nombre d'enfants qui ont besoin d'aide et d'assistance augmente de façon significative, mais le nombre d'enfants très doués diminue. Ce type de problème peut passer inaperçu parce que lorsqu'ils sont jeunes et qu'ils s'amusent tous ensemble dans la cour de récréation, on peut encore se dire que tout va bien, parce que c'est à peine si on remarque le retard de certains d'entre eux. Mais ce n'est pas le cas, et la situation va continuer de s'empirer. Parce que nous ne sommes pas encore au courant du nombre exact de molécules de ce genre introduites dans l'environnement sans études préalables qui affectent le cerveau. Il y en a tellement. Et à contrario, il y a si peu de tests pour répondre à cette question que nous ignorons combien de molécules chimiques peuvent agir sur l'action de l'hormone thyroïdienne. L'impact des perturbateurs endocriniens sur le développement du cerveau s'impose désormais comme une question de société. Cosmétiques, savons antibactériens, détergents, plastiques, revêtements adhésifs, emballages, la liste des suspects ne cesse de s'allonger car nous baignons dans une véritable soupe chimique. L'industrie se doit d'innover et de produire des molécules non toxiques, sinon nous allons probablement assister à la disparition de la structure la plus sophistiquée que l'évolution ait jamais créée, le cerveau humain.